BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. À moins de 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle, quel est le programme du candidat écologiste Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot? On va en parler avec Benjamin Lucas, coordinateur du mouvement Génération S, porte-parole de Yannick Jadot, qui est donc le candidat Europe Écologie Les Verts. On le précise à ce stade, ce n'est pas un programme officiel, c'est un projet pour une république écologique. C'est comme ça que ça s'appelle. Tout à fait. Est-ce que la transition écologique nous condamne forcément à la décroissance? C'est la question qu'on se pose lorsqu'on regarde ce projet de programme. Écoutez, c'est une question intéressante parce qu'on voit bien depuis 30 ou 40 ans, ceux qui nous gouvernent sont obsédés par les 3 points de PIB et assez peu par les 3 degrés qui vont nous impacter ou qui peuvent nous impacter avec le réchauffement climatique. Nous assumons une vision, un changement de modèle qui fait qu'on se préoccupe énormément du climat parce que on peut survivre, si on partage bien la richesse, avec 3 points de PIB en moins. On peut pas survivre avec 3 degrés en plus. C'est ça le sujet. D'abord, si on prend quand même la question des principes ou de la vision de la société qu'on défend, donc d'abord la cause du climat, la question pour nous n'est pas croissance ou pas croissance. Elle est d'abord de lutter contre le dérèglement climatique, contre le réchauffement climatique. Mais ensuite, la transition écologique, et ça, beaucoup d'économistes s'accordent à le dire, elle est créatrice de millions d'emplois. La transition écologique qu'on propose avec Yannick Jadot et les écologistes, c'est une nouvelle révolution industrielle. Ce sont des millions d'emplois créés avec ce New Deal vert, ce Green New Deal comme certains le disent. D'ailleurs, c'est une politique qui aujourd'hui est en cours aux États-Unis. Monsieur Biden souhaite faire une relance verte de son économie. Il a un petit peu du mal à l'imposer. Il a du mal à l'imposer, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas que des écologistes militants qui vous le disent, qu'il faut de toute façon anticiper ces mutations. Il faut aujourd'hui répondre à ce que vont être le grand défi de notre siècle, qui est le défi climatique, et qu'il y a là-dedans matière à trouver des millions d'emplois. Par ailleurs, j'ajoute un dernier élément. Ce qui nous coûte cher aujourd'hui, économiquement, c'est de ne pas investir dans la transition écologique. Il y a des études très sérieuses qui ont montré, je crois que les catastrophes météorologiques de 2021, c'est 170 milliards de dollars de coûts pour l'économie. Donc on voit bien que là, aujourd'hui, il y a une urgence et que le pragmatisme aujourd'hui, c'est de pas être centré sur l'obsession de la croissance, finalement une espèce de mythe de la croissance, comme le mythe du nucléaire dont on va parler sans doute tout à l'heure, mais de regarder ce qui fonctionne et ce qui peut créer de l'emploi tout en préservant le climat. Vous dites on peut vivre avec 3% de croissance en moins. Est-ce que vous pensez sincèrement que les conséquences ne seraient pas catastrophiques en termes d'emploi? J'ai dit à condition de bien partager la richesse. Vous savez, là c'était les fêtes de Noël et on a entendu autour de la table cette espèce d'expression qu'on nous répète depuis des années en disant avant de partager la richesse, il faut la produire, et on comparait avec les gâteaux, avant de manger le gâteau, il faut d'abord le faire. Sauf que là, quand on regarde ce que sont les inégalités, notamment dans notre pays, qui se sont creusées, si on regarde la devanture de la pâtisserie, il y a des gâteaux à la crème partout. La richesse aujourd'hui est mal partagée dans nos sociétés, et donc on peut partager les richesses, on peut partager le travail. C'est ce que nous proposons avec Yannick Jadot, avec le revenu citoyen, avec la hausse du SMIC. Donc aujourd'hui, il y a de la richesse à partager, elle est simplement mal partagée, et dans ce quinquennat, Emmanuel Macron a creusé les inégalités, on l'a vu, sa politique, elle a d'abord été favorable aux plus riches d'entre nous, et elle a été défavorable aux plus pauvres. Mais est-ce que les entreprises sont capables de survivre sans croissance? Je vous invite je vais vous citer une phrase de Philippe Val, qui est le patron de La Poste, qui disait il y a quelques mois, pour ceux qui prônent la décroissance, je les invite à venir à La Poste, qui va passer de 18 milliards de lettres en 2008 par an à 3 milliards seulement en 2030. Il dit c'est tout simplement ingérable. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune entreprise ne survivra au choc climatique qui nous menace. Aucune entreprise ne survivra à une société, à une humanité avec 3 degrés en plus. C'est ça le grand enjeu du siècle, c'est ça le grand défi de notre génération. Encore une fois, je le dis, nous on n'est pas pour éteindre la lumière. Je sais qu'il y a une grande caricature, il y a beaucoup de caricatures qui circulent sur les écologistes. Yannick Jadot et les écologistes proposent un projet qui, par la transition écologique, va créer des millions d'emplois, va développer un certain nombre d'activités et notamment va en relocaliser sur notre territoire. Donc en réalité, c'est une opportunité économique formidable que la transition écologique aujourd'hui. Votre projet, Europe Écologie Les Verts, prévoit la sortie du nucléaire. Est-ce que c'est réaliste? Cette question, on l'a beaucoup posée. Récemment, on a vu que l'arrêt de 15 réacteurs nucléaires en France sur un total de 56 nous avait contraints d'importer massivement d'électricité. Comment est-ce qu'on va répondre à la demande si on sort du nucléaire? On parlait tout à l'heure de la mystique, de la croissance, espèce de culte absolu. On a la même chose avec le nucléaire. On a une grande filière nucléaire qui a fait la fierté de notre pays. Et moi, je veux d'abord dire merci à celles et ceux qui ont contribué pendant des décennies à faire ce joyau français qui a été le nucléaire. Or, aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on relance ou pas? C'est ça le débat posé par le président de la République.
Ce n'est pas viable. Regardez le coût de l'EPR de Flamanville. Regardez aujourd'hui le fait qu'on ne sait pas gérer nos déchets. Donc nous proposons une sortie en bon ordre du nucléaire qui prendra le temps qu'elle prendra. En tout cas, de ne pas relancer aujourd'hui le nucléaire et d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Tous les scénarios montrent que c'est possible, montrent que c'est même souhaitable. Or, on le voit aujourd'hui. 30% de notre parc nucléaire est à l'arrêt en ce moment. On importe chaque jour pour des millions et des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros d'énergie venue d'ailleurs et donc de l'énergie carbonée. Donc on voit bien que c'est pas un modèle qui est viable et qui est fiable aujourd'hui. Parce qu'une partie du parc est arrêtée. Par quoi on remplace? Elle est arrêtée pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui de sécurité, parce qu'il y a aujourd'hui des problèmes de viabilité. Il y a aussi des opérations de maintenance. Mais par quoi on remplace ce parc nucléaire? Vous me parlez d'énergie renouvelable. À certaines heures, on n'a pas de vent. La nuit, on n'a pas de soleil. Oui, bah alors du soleil, on en a quand même toute la journée. En ce moment, on en a quand même régulièrement. Il faut de la luminosité pour le solaire. Elle est assez courte en hiver en France. Bien sûr, mais donc on développe les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on le voit, ça fonctionne. Et en fait, faut regarder là aussi. On aime bien en France toujours se comparer. Comparons, regardons ce qui se passe dans le monde. Le nucléaire est extrêmement marginal aujourd'hui. Beaucoup de grands pays investissent dans le renouvelable, l'éolien, le solaire, l'hydraulique, etc. Donc on a aujourd'hui à faire face à un choix d'avenir. Par ailleurs, on a une urgence climatique, j'en parlais tout à l'heure. Le projet du président Macron, c'est de construire des EPR. D'abord, en plus, il n'en faudrait pas assez pour maintenir la part du nucléaire aujourd'hui, mais c'est dans plusieurs décennies dont on parle, puisqu'on voit bien les retards qui s'accumulent, notamment, regardez l'EPR de Flamanville, regardez les coûts, l'argent public qui est gaspillé dans cette obsession du nucléaire. Or, on a besoin d'engager la transition écologique maintenant, tout de suite, parce que nous sommes dans la décennie critique dans laquelle il faut changer de modèle pour sauver la planète et sauver l'humanité. Si on regarde ce qu'a fait l'Allemagne, sortir du nucléaire, ça veut dire évidemment plus de renouvelables, mais ça veut dire aussi l'utilisation de centrales au fioul, au gaz et au charbon qui sont extrêmement polluantes. D'abord, ce n'est pas vrai. La part des énergies polluantes, des énergies fossiles en Allemagne n'a pas augmenté avec la sortie du nucléaire. C'est une fake news très répandue. Il y a eu un investissement massif en Allemagne sur le renouvelable et nous proposons aussi d'investir massivement sur le renouvelable. Là encore, c'est une énergie d'avenir. Par ailleurs, on parle beaucoup de souveraineté et d'indépendance. Le nucléaire, c'est pas une énergie qui garantit notre souveraineté et notre indépendance parce que l'uranium, on n'en produit pas dans notre pays. Les Français ne sont pas majoritairement opposés au nucléaire, ils soutiennent un mix énergétique équilibré, c'est-à-dire un mix dans lequel il y aurait encore des centrales nucléaires. Et bien sûr, de toute façon, on va pas arriver en 2022, le 24 avril, le 25 après l'élection d'Yannick Jadot, appuyer sur un bouton et fermer les centrales. Ça ne se passe pas comme ça. Il faudra des années et des années pour réussir, pour achever cette transition énergétique. Simplement, on propose là déjà tout de suite de ne pas se relancer dans une course folle au nucléaire qui ne garantit ni la sécurité aujourd'hui. Il y a encore quelques jours, un incident a été relevé à la centrale du Tricastin. Il y a des lanceurs d'alerte qui nous alertent depuis longtemps sur ce qu'est le nucléaire aujourd'hui. Donc on ne va pas s'entêter dans cette énergie du passé, on va se tourner vers les énergies de l'avenir. Mais comment est-ce qu'on lisse les pics de production des énergies renouvelables ? La nuit, s'il n'y a pas de vent, si on n'a pas de luminosité, comment est-ce qu'on répond à la demande? D'abord, on fait des progrès, il y a des innovations massives à faire sur le stockage, etc. Donc là aussi, on est sur des énergies sur lesquelles il y a de la recherche, sur lesquelles il y a des innovations. On sait faire aujourd'hui, les pays qui passent au renouvelable, les pays qui sortent du nucléaire, savent le faire. Il n'y a pas de raison qu'en France, où on a une grande main-d'œuvre, une grande capacité industrielle et énergétique, on ne sache pas le faire. Dans votre programme également, la création d'un revenu minimum, on peut l'expliquer, le résumer comme ça. Voilà, c'est pas son nom exact. En quoi ça consiste cette proposition ? D'abord d'un constat, c'est qu'on peut éradiquer la pauvreté et la misère dans ce pays. Je crois que c'est un objectif politique important. Ce quinquennat, je le disais, a creusé les inégalités. Vous avez des images insupportables de ces dizaines de milliers de jeunes qui font la queue pour se nourrir, de jeunes qui sacrifient leurs études, leur santé, leur capacité à fonder une famille parce que ils ne vivent pas dignement. Donc nous voulons rétablir avec Yannick Jadot et les écologistes de la dignité. Donc nous proposons 880 € par mois, c'est 50% du salaire médian. D'abord aux jeunes évidemment, sous condition de ressources, mais sans contrepartie, notamment parce que la dignité est un droit, pour conquérir leur autonomie, exercer leur liberté. Vous savez, on n'est pas libre quand on n'a pas les moyens de se nourrir, de se soigner, de se loger. Donc on veut redonner à la jeunesse de ce pays de la liberté parce qu'elle le mérite. Elle a été durement impactée par la crise. Elle est, la jeunesse de notre pays, plus victime que les autres générations des inégalités, de la précarité. Il faut mettre fin à cette injustice insupportable. C'est le sens du revenu citoyen que nous proposons avec Yannick Jadot. Est-ce que c'est vraiment une mesure sociale? Si on compare avec la Grande-Bretagne, un gouvernement conservateur a proposé une sorte de revenu minimum en cumulant les aides sociales, mais avec
un maximum. Et ça s'est traduit pour certains ménages par une réduction des aides qui étaient perçues. Ça n'a rien à voir parce que nous, notre proposition, elle s'intègre dans un ensemble de mesures, notamment l'augmentation du SMIC, notamment une renégociation massive des salaires. Elle s'intègre dans un processus de conquête et de progrès sociaux, pas dans un processus d'amoindrissement des prestations sociales. Donc ça n'a rien à voir ni philosophiquement ni économiquement avec les modèles libéraux qui peuvent exister ailleurs. Un mot rapide sur les transports. Bruxelles actuellement se penche sur la suppression des liaisons aériennes lorsqu'il existe une alternative en train en moins de 2h30. La France a prévu de l'appliquer. Bruxelles n'a encore pas donné son feu vert. Vous proposez de déplacer le curseur et d'appliquer cette règle lorsqu'il existe une alternative en train en moins de 4 heures. Oui, mais il y a une absurdité aujourd'hui à maintenir des petites lignes intérieures. Et la France, d'ailleurs, encore une fois, il y a avec Emmanuel Macron en matière d'environnement et d'écologie toujours un double discours, parce qu'on a réouvert des lignes qui avaient fermé pendant la crise Covid, parce qu'on encourage toujours à l'ouverture de lignes aériennes intérieures. Or, on a un défi climatique majeur et on a aujourd'hui beaucoup de villes qui sont desservies dans notre pays très bien par le train, par le TGV. Là aussi, le rail est une fierté française et il n'y a pas besoin aujourd'hui d'encourager au développement de l'aérien qui est extrêmement polluant. Le rail est une fierté française, cela dit, il est cher. Je vais vous donner un exemple très concret. Le week-end dernier, pour faire un Paris-Lyon, c'était 105 € avec Air France, sans faire de publicité. C'était pratiquement le double avec la SNCF. Oui. Est-ce que c'est normal, compte tenu de la quantité de kérosène qui est brûlée par un avion, que le train soit deux fois plus cher? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que l'avion soit aussi peu cher. En réalité, il l'est parce qu'il bénéficie d'extrêmement de subventions, d'extrêmement d'argent public. Aujourd'hui, on voit France, notamment le billet de train est subventionné à hauteur de 80%. Oui, mais c'est bien en fait, parce que le train, c'est aujourd'hui ce qui nous permet de nous passer de l'avion, de nous passer de la voiture. Donc là aussi, il faudrait le subventionner davantage. Je ne sais pas s'il faut le subventionner davantage. En tout cas, il faut investir effectivement. D'abord, je vais vous dire ce qu'il faut subventionner davantage. Ce sont les lignes du quotidien, les lignes de transport régionaux. Moi, j'étais hier. Il se trouve que pour venir vous voir ce matin, hier, j'ai pris un train entre la Picardie chez moi et les Hauts-de-France et Paris. Le train était bondé. En plus, on nous parle de la pandémie, du Covid. Il faudrait faire attention. Il y avait des dizaines et des dizaines de gens debout dans le train. On doit investir beaucoup plus dans nos transports du quotidien, dans nos transports régionaux. Puis aussi, il y a d'autres alternatives à développer. Par exemple, le train de nuit. Moi, il se trouve que je travaille avec Karima Deli dans ma région, qui est députée européenne, qui au niveau européen relance les trains de nuit. Voilà des alternatives à développer et qui méritent un investissement de la puissance publique très important. Un dernier mot, vous êtes favorable à la libéralisation du cannabis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la stabilité des banlieues? Aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face, on sait que c'est une source de financement d'une économie parallèle. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Mais voyons d'abord, c'est une politique de santé publique, en réalité, de vouloir aujourd'hui mettre fin à la prohibition sur le cannabis. Pourquoi? Parce que cette politique, qui coûte des millions et des millions d'euros par an, ne fonctionne pas. Est-ce qu'elle réduit la consommation de cannabis? Non. Est-ce qu'elle met fin à l'économie souterraine? Non. Est-ce qu'elle empêche un certain nombre de mafias de se développer? Non. Donc c'est générateur de violence. Donc nous considérons que pour des raisons de santé publique, pour aussi des raisons de lutte contre les trafics et les trafiquants, il est important de légaliser aujourd'hui le cannabis. Merci beaucoup, Benjamin Lucas, d'être venu en plateau, porte-parole de Yannick Jadot et coordinateur du mouvement Génération S.